philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Bonjour, nous nous retrouvons pour le 3e numéro de La philosophie, ça sert à rien et c'est ça qui est bien. Ce mois-ci, nous allons parler de Martin Heidegger. Hop, c'est bon. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il est devenu un petit peu difficile de prononcer le nom de Martin Heidegger. C'est bon. Comme je le disais, il est devenu difficile de prononcer aujourd'hui le nom de Martin Heidegger sans se faire immédiatement taxer d'antisémitisme ou de nazisme et de déclencher toutes les alarmes. Il est même fort possible que si vous ne connaissez qu'une chose à Martin Heidegger, ce soit ça, son nazisme. Parce que dans les journaux, on ne parle que très rarement de la pensée de Martin Heidegger, parce que cela supposerait un énorme travail, et on préfère se contenter en général de la polémique sur son nazisme effectif ou supposé. Toutefois, à propos de cette question du nazisme, j'aimerais rapidement dire ici 4 choses. Premièrement, il est absolument incontestable que Martin Heidegger a eu pendant la Seconde Guerre mondiale une attitude politique assez lamentable et que certains passages de l'œuvre de Martin Heidegger posent de réels problèmes et ne comptez pas sur moi pour le nier. Deuxièmement, si je pensais un instant que l'essence même de la pensée de Martin Heidegger était une pensée nazie, antisémite, raciste, c'est-à-dire d'extrême droite, eh bien je ne vous en parlerai pas. Troisièmement, si vous voulez polémiquer sur Martin Heidegger, eh bien lisez Le Monde ou Le Nouvel Obs. En revanche, si c'est sa pensée qui vous intéresse, eh bien je vous recommande de lire ses livres. Quatrièmement et surtout, si la pensée de Martin Heidegger attire sur elle toutes les foudres, ce n'est pas foncièrement à cause de cette question du nazisme. C'est parce que ce que dit Martin Heidegger pose un réel problème à notre société, à notre époque, et nous oblige, à nous les hommes de la modernité, à une profonde remise en cause à laquelle tout le monde, évidemment, n'est pas disposé. Et nous remettre en question, c'est justement ce que nous allons essayer de faire maintenant, en nous intéressant à la notion d'arraisonnement, un concept qui permet à Heidegger de nous dire des choses qui me semblent extrêmement importantes, notamment sur notre rapport actuel à la technique. Alors attention, ne prenez pas ici d'emblée une fausse piste. La notion d'arraisonnement n'a strictement rien à voir avec ça. Tout ça, c'est la faute des immigrés et de l'Europe. Mais non, ça c'est une absence de raisonnement et ça n'a rien à voir avec la notion d'arraisonnement dont nous voulons parler. Un arraisonnement, c'est ça. Nous voyons en effet ici sur cette photo des policiers ou des militaires qui arraisonne un navire pour en contrôler par exemple la cargaison. Un arraisonnement, ça peut également être ça. Autrement dit, un acte de piraterie. D'une manière générale, un arraisonnement consiste donc à rentrer de force sur un territoire et à mettre en demeure les gens qui s'y trouvent de nous livrer leur identité, leur cargaison ou éventuellement même leur vie. Et là, vous allez me dire... Hein? Je comprends rien. En effet, quel est le rapport entre Martin Heidegger, la piraterie, l'arraisonnement, la philosophie et le complot des pingouins télépathes? Eh bien, le rapport, justement, c'est le rapport, c'est-à-dire le rapport au monde que nous entretenons aujourd'hui avec à la fois le monde environnant, la nature, mais même notre vie la plus quotidienne, les autres et nous-mêmes. Prenons ici l'exemple de 2 éléments totalement différents dans la nature. À gauche, le mont Olympe et à droite, le mont Olympe. À gauche, il s'agit simplement du mont Olympe tel que les Grecs le voyaient aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, le mont Olympe tel qu'on en parle dans la mythologie grecque. À droite, il s'agit du mont Olympe tel que nous le voyons, nous aujourd'hui, hommes de la modernité technique du 20e et 21e siècle. Dans la Grèce antique, le rapport qu'entretenaient les Grecs au mont Olympe était le suivant. Cette montagne était d'abord une manifestation de la nature, c'est-à-dire une manifestation du divin, et donc un objet sacré qui supposait qu'on le respecte. Le mont Olympe est de plus la demeure des dieux de la mythologie qui habitent là-haut, sur le sommet, au-dessus des hommes.
Accessoirement, le mont Olympe était sans doute aussi le lieu où l'on pouvait modestement chasser quelques bêtes ou s'approvisionner en bois. Lorsque nous, hommes modernes, nous regardons le mont Olympe aujourd'hui, nous voyons ici une carrière de pierre. Ici, nous voyons une réserve de bois. Ici, un site touristique à truffer d'hôtels pour en tirer une rentabilité, etc. Comme le feraient des policiers ou des pirates sur un navire, nous mettons en demeure la nature et le monde de nous livrer l'intégralité de ses ressources. Évidemment, nous voyons bien ici que cela peut poser des problèmes dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Mais à vrai dire, la principale préoccupation de Martin Heidegger n'est pas les petits oiseaux, les dauphins ou même le réchauffement climatique. La vraie inquiétude de Martin Heidegger, c'est en quoi ce nouveau rapport au monde modifie l'homme lui-même, l'essence même de l'homme. En effet, l'arraisonnement, on pourrait très bien dire, on s'en fout. Nous pourrions même à la limite nous en réjouir, puisque effectivement, en arraisonnant la nature, nous réalisons finalement le grand rêve de la modernité, c'est-à-dire le rêve de Descartes, qui était de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Et en effet, nous le voyons ici avec ce forgeron, l'homme met en demeure une ressource de la nature, et grâce à sa technique, le forgeron se rend maître et possesseur de la nature, comme le dit Descartes. Mais nous savons bien que cette image du forgeron un peu à l'ancienne ne correspond plus en fait au développement infini de la technique que nous connaissons aujourd'hui. Si nous regardons cette image d'une chaîne d'assemblage de télévision, nous nous rendons bien compte que plus l'homme développe la technique qu'il prétend maîtriser, plus il est en fait lui-même pris dans la technique. Autrement dit, plus nous développons la technique, c'est-à-dire notre capacité à maîtriser et à arraisonner le monde, plus nous sommes dans un même temps mis en demeure d'améliorer sans cesse nos outils techniques. Exemple, notre fascinante maîtrise du savoir et de la technique nous a menés jusqu'à pouvoir exploiter la puissance atomique comme une ressource. Mais ce développement technique suppose également que des milliers d'hommes consacrent l'intégralité de leur vie à faire en sorte que la centrale nucléaire n'explose pas. Le problème n'est pas essentiellement celui de la technologie, des machines ou du travail ouvrier lui-même. Le vrai problème pour Heidegger, c'est que le fait de considérer tous les objets qui nous environnent comme de simples ressources nous mène inévitablement à considérer également l'autre être humain comme une ressource et évidemment à être nous-mêmes considérés comme des ressources. Heidegger nous explique également que cette manière de voir les choses est désormais pour nous tellement familière que nous avons du mal à nous concevoir nous-mêmes comme autre chose que des ressources à vendre sur le marché. Ce processus mène à ce qu'il appelle une agression contre la vie et contre l'être même de l'homme. Pourquoi ? Je vais me concentrer ici sur un des aspects de la réponse, à savoir la notion de déracinement. Pour Heidegger, la conséquence même de notre rapport technique au monde est que l'homme de notre époque se retrouve déraciné. Et le déracinement dont parle Heidegger n'a pas grand-chose à voir avec le déracinement géographique ou le déracinement ethnique ou ce que les réactionnaires d'extrême droite appellent la perte des valeurs traditionnelles. Non. J'ai rien compris. C'est pourtant clair. Heidegger veut nous dire qu'à partir du moment où l'homme lui-même se considère exclusivement comme une ressource, il devient exactement comme ce morceau de bois. L'homme n'a plus de racines pour lui donner une fondation, et c'est pour cela qu'il devient incapable de produire des fruits et de s'élever, comme le ferait non pas une bûche, mais comme le ferait un arbre. Eh ouais! En tant que ressource, je suis ultra performant. Je viens de créer ma 12e entreprise de conseil en conseil. Des gens qui font du conseil pour des sociétés de conseil qui font des logiciels de débugage pour les logiciels d'antivirus. Ouais. Autrement dit, la question que pose profondément Heidegger, c'est la question du sens de notre société technique. Car le développement infini de la technique ne produit pas et ne produira jamais de sens. Au contraire, notre course à la connaissance et à la maîtrise technique des ressources du monde nous mène à une société d'affairement dans laquelle nous allons de plus en plus vite, mais où plus rien n'a de sens. Si vous voulez approfondir ce que nous avons ici à peine effleuré, je vous recommande de lire un texte de Martin Heidegger qui est intitulé « Sérénité » et que vous trouverez dans questions 3 et 4 chez Gallimard.
Je me permets aussi de vous recommander la lecture de mon prochain livre qui traite justement de la question du sens et du non-sens de notre vie et qui évoque souvent Martin Heidegger, L'Odyssée du pingouin cannibale aux éditions Buchet-Chastel. Il sortira en février 2016. Merci de votre attention et dans ce contexte parfois difficile, ne perdez surtout pas courage. À bientôt. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Mais je comprends rien à quoi il parle.